suis ravie d'être avec vous. Bonsoir, chers jurys, chers partenaires, chers participants et chers tous. On est content de se retrouver, pas derrière un écran, mais physiquement ce soir, dans ce très bel endroit quand même. Alors, on est là pour la cérémonie de clôture du défi IDOC Santé. Ce défi il a été lancé, c'était le 12 mai dernier, Pierre-Alain, par la Haute Autorité de Santé, avec un enjeu qui est très très clair pour nous. C'est favoriser la diffusion et l'usage des connaissances en santé, celles que nous produisons et les autres. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer la progression de la quantité et l'évolution rapide des connaissances en santé. Et donc le besoin absolument énorme que nous avons de trouver des voies pour faire accéder à cette connaissance. Et évidemment, le numérique est un outil absolument fabuleux pour ce faire. Alors certes, nos documents sont accessibles librement, mais enfin on voit bien qu'il y a des tas de limites à leur utilisation, limites de nature différente, et donc tout ceci limite leur utilisation, leur impact, tout simplement. Alors, c'est une problématique qui nous occupe beaucoup à l'HAS, au point que c'est un des axes de notre projet stratégique. C'est-à-dire que comment améliorer l'impact de nos recommandations, c'est notre efficience qui est en cause. Nous avons même créé une commission spécifique pour réfléchir à ces sujets, commission impact des recommandations, pour essayer de déjà, nous, culturellement, de prendre en compte les différents aspects qui peuvent favoriser cet impact. Alors, pour définir ce qu'est ce défi et constituer ce défi, les équipes ont commencé par interroger ceux qui utilisent nos productions, c'est-à-dire ceux qui réutilisent massivement pour les diffuser nos productions, et puis aussi les professionnels de santé, et puis pour comprendre les difficultés qu'ils ont et nous aider à évoluer. Comment favoriser l'accès rapide à une information essentielle? On sait que des professionnels de santé, il n'y en a plus assez, plus beaucoup. Donc il faut que ça aille vite. Ils n'ont pas de temps. Il faut que ce soit extrêmement facile d'usage. Et puis, comment guider au mieux leurs pratiques en fonction de toutes les connaissances qui arrivent au bénéfice du patient. Alors, 7 défis qui correspondent à des cas d'usage et qui ont été vraiment déduits des problématiques qui avaient été soulevées, qui ont pu ainsi être élaborés et lancés par l'HAS et ses partenaires, que je profite vraiment pour remercier, l'INCa, le Health Data Hub, l'Agence numérique en santé, et le ministère de la Santé et de la Prévention. Vous m'avez marqué santé, mais attention, c'est santé et prévention maintenant. C'est très important. Et vraiment, merci pour nous avoir aidés, pour leur investissement dans l'organisation de ce défi. Alors, les données de la HAS et de nos partenaires ont été ouvertes aux candidats et aux équipes pour qu'elles puissent proposer des solutions innovantes, pour permettre, entre autres, d'identifier des documents de référence face à une situation clinique particulière, pour relier une fiche de RCP, de réunion pluriprofessionnelle de concertation, à tous les outils de recommandation de bonnes pratiques qui existent, d'identifier des médicaments équivalents, de positionner des médicaments dans une stratégie de prise en charge ou des dispositifs médicaux par rapport à toutes les connaissances formalisées que nous avons. Voilà, le numérique peut vraiment aider à ça et il faut absolument que nous le fassions. Je voudrais remercier aussi les experts mentors, ceux de nos institutions partenaires et les nôtres, parce qu'elles ont, j'espère, aidé au mieux les équipes participantes et accompagné ces équipes à l'élaboration de leurs projets. Je voudrais remercier et féliciter les 6 équipes qui ont tenu jusqu'au bout. Je sais que ce n'était pas facile, 5 mois de travail, pour renforcer ce lien que nous avons avec ceux qui utilisent nos productions, et puis intégrer leurs difficultés et, in fine, je pense, faire vraiment
évoluer nos institutions. Ce n'est pas juste produire de la connaissance, de la science, c'est s'intéresser à la façon dont elle est utilisée et reçue. Je voudrais remercier notre jury, Catherine Duclos, qui est chercheuse au LUMIX, le laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé, Pascal Charbonnel, qui est médecin généraliste et directeur d'EBMFrance.net, plateforme de recommandation de bonnes pratiques pour les médecins généralistes qui sont développées avec le CMG, Collège de médecine générale, et puis Laurent Tréluvier, qui est directeur des systèmes d'information à la PHP, une des plus grosses plateformes hospitalières qui existent. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris du temps pour nous dans des agendas compliqués. Et vous allez avoir pour mission d'évaluer ces projets maintenant et puis de définir les lauréats. Et nous les découvrirons avec vous. Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont organisé ce défi. Évidemment, la mission Data de l'HAS, coordonnée par Pierre-Alain et avec une équipe super dynamique, la société coopérative Data Activist, et puis le service de communication de l'HAS, grâce auquel nous sommes là aujourd'hui. Et enfin, je ne sais pas qui a permis que nous soyons dans ce superbe lieu ce soir, mais je voudrais les remercier également. Voilà. Je laisse la parole à notre maître de cérémonie, Pierre-Alain Jachier, responsable de la mission Data à la HAS. Très belle cérémonie de clôture à vous tous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Donc je ne vais pas redévelopper cette bonne introduction qui a tout présenté, mais je voudrais vous donner un petit peu de contexte et un peu plus de détails dans le déroulé de ces quelques mois qui se sont passés. Donc un peu plus de contexte. Donc Madame la Présidente vous a expliqué que c'est un enjeu très important pour la Haute Autorité de Santé, et c'est un enjeu quand je suis arrivé à la HS comme responsable de la stratégie data qui a été identifié comme prioritaire. Et on en a fait un axe de la stratégie data sur les connaissances en santé, et notamment tout ce qui est connaissances textuelles. Un enjeu étant les connaissances que la HAS ou d'autres institutions de santé produisent, comment améliorer par l'aspect qui n'est qu'un aspect des technologies de l'information, des données, comment améliorer leur diffusion, leur réutilisation pour au final la prise en charge des patients. Donc pour aborder cette question qui est assez vaste, on a d'abord été voir les réutilisateurs de nos productions, ceux qui le font déjà en masse, qui essaient déjà de les structurer avec ces technologies pour les amener aux professionnels de santé. Et on en a tiré deux types d'informations. On en a tiré déjà les limites qu'ils rencontrent par rapport à nos productions, les freins, les verrous, qui sont techniques ou des fois qui sont dans la structure des documents, etc. Et également les grandes catégories d'usage que l'on pouvait rencontrer, que eux essayaient de mettre en place. On les a organisés en deux grandes familles. Comment chercher dans ces documents, comment faire du lien entre, par exemple, une situation clinique et un document. Et une autre grande famille, c'est comment représenter cette information graphiquement, ergonomiquement, pour pouvoir la représenter, voir les liens entre les informations. Donc, comment aborder ce vaste sujet? On s'est dit qu'on allait plutôt partir des usages que directement des enjeux techniques. Et on a voulu travailler dans une démarche qui est assez originale, qui est une démarche d'innovation ouverte, où on a proposé ces problématiques à la communauté. On les a structurées en défis qui sont des problématiques techniques, mais en les liant à des cas d'usage. Et voilà, on a ouvert ça aussi bien aux réutilisateurs qui le font déjà, qui sont déjà dans cette démarche de structurer l'information pour la mettre à disposition des professionnels, mais aussi d'autres acteurs qui avaient envie de participer dans cette démarche d'innovation, aussi bien des informaticiens que des professionnels de santé ou des spécialistes de la donnée. Donc ces personnes se sont inscrites en mai, on les a accompagnés pour structurer des équipes qui sont du coup engagées sur le travail des défis à partir de juin. Et donc voilà, ils ont travaillé tout ce temps-là. Et pour animer cette dynamique, on a eu des rendez-vous communautés, on en a eu 6, où il y avait 2 temps. Il y avait une présentation d'un membre un peu soit d'une agence, soit de l'écosystème pour éclairer un point et éclairer les participants, suivi d'un temps d'échange avec les participants et d'une épreuve pour les aider à structurer le défi. Donc je vais remercier les 6 personnes qui sont venues intervenir à ces présentations. Donc on a eu
Tout d'abord, Monique Cavalier, qui est vice-présidente de la commission impact des recommandations de la HAS, donc qui a pu bien développer cet enjeu pour la Haute Autorité de Santé. On a ensuite eu Frédéric Buffo, qui est chef de projet sur le partage de l'information médicale à l'Institut national du cancer. Ensuite, on a eu Jean-François Laurent, qui est directeur de Thésauri Med, qui nous a parlé des bases de données de médicaments, donc qui sont bien sûr une source très importante pour ces sujets. Et enfin, on a eu des gens qui sont plus donc, dans les solutions et les usages. On a eu Sylvia Pelayo, qui est professeure à l'Université de Lille en ergonomie, donc qui a parlé de comment représenter de la connaissance, comment faire du lien avec les usages. Nous avons eu Ivani Caillé, qui est fondatrice de Renalou, et qui nous a parlé qui a vraiment remis du contexte sur le rôle aussi des patients là-dedans, comment les patients peuvent aussi se réemparer des connaissances et essayer de mieux les diffuser, et pourquoi les technologies de l'information peuvent les aider. Et enfin, il y a quelques jours, on a eu Patrick Mazot, qui est chargé de mission santé numérique à l'Ordre national des médecins, des pharmaciens, pardon. Donc ces six événements ont rythmé le travail des équipes. Et je voudrais avoir un mot maintenant pour les équipes. Donc aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture du concours. Vraiment, je tiens à nouveau de les remercier parce que c'est une démarche dans laquelle ils se sont engagés avec nous, qui est nouvelle pour eux comme pour nous, qui leur demande du temps. Et voilà, ceux qui sont aujourd'hui ont réussi à tenir jusqu'ici et venir nous présenter des choses. Et moi, je vous invite à être attentif à deux choses, aussi bien à ce qu'ils ont réussi à faire, les résultats qu'ils vont nous présenter, mais également peut-être les difficultés qu'ils ont rencontrées pour essayer de mieux les comprendre et plus tard essayer de les lever tous ensemble. Donc voilà concrètement comment ça va se passer. On va avoir une première phase où les équipes vont présenter les unes après les autres. Donc on aura 6 équipes qui vont présenter 5 minutes, donc c'est assez court, et ensuite il y aura 5 minutes de temps d'échange avec le jury, questions-réponses. Ensuite, une deuxième phase où les équipes vont se répartir dans la salle derrière, dans l'atrium. Et là, ça va être un temps d'échange avec les participants, de vous tous. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les équipes, leur poser des questions, approfondir des points. Voilà, c'est tout l'enjeu d'être ici en présentiel. On est content de pouvoir le faire. Et enfin, il y a le jury qui aura délibéré pendant ce temps-là, qui va nous annoncer les résultats. Et puis, on pourra continuer l'échange ensuite. Donc voilà, je vais tout de suite inviter la première équipe à venir présenter. Donc c'est l'équipe Onaos. Cette équipe, elle s'est intéressée à un premier défi qui est lié au cas d'usage suivant. Est-ce que tu veux présenter le cas d'usage? Donc le cas d'usage, c'est un médecin de première cour, typiquement un médecin généraliste, qui fait face à une situation clinique à un patient qu'il n'a pas rencontré depuis un certain temps. Et donc, pour prendre en charge ce patient, il a besoin d'accéder aux dernières recommandations à jour qui correspondent à cette situation clinique. Et voilà, comment la technologie peut l'aider à retrouver ces dernières recommandations à jour facilement. Voilà, c'est l'équipe Onaos. Je ne sais pas si tu leur donnes les micros. Bonsoir à tous. Je m'appelle Namrata Patel, je suis docteure en intelligence artificielle et directrice d'Onaos. Et nous allons vous présenter aujourd'hui nos solutions Cognigé et Oncogni dans le cadre du concours du défi Doc Santé. Alors ça fait 5 mois que nous connaissons tous le problème. Comment faire pour permettre aux professionnels de santé d'appliquer les dernières recommandations professionnelles en vigueur en gagnant du temps, en réduisant la surcharge cognitive, quelle que soit la situation clinique à laquelle ils font face. Onaos propose donc Cognigé et Oncogni, qui sont des solutions de ciblage automatique de référentiels de bons pratiques, qui associent notre brique technologique d'extraction automatique d'informations médicales avec des algorithmes d'indexation et de recommandation de recherche d'informations pour permettre aux professionnels de santé de rechercher et de consulter des informations dans le contexte des défis 1A et 1C. Vous voyez ici maintenant nos maquettes qui intègrent un exemple qu'on déroule du début jusqu'à la fin depuis le défi 1A. On voit donc l'écran d'un logiciel classique d'un médecin avec un petit bouton Onaos que vous voyez là et qui permet donc automatiquement de détecter tous les termes médicaux classés par catégorie.
Ces termes sont ensuite envoyés à un moteur de recommandation de référentiel. Et à ce stade, le médecin a la possibilité d'ajouter lui-même des termes supplémentaires pour améliorer la recherche. Tous ces termes ajoutés, il peut lancer la recommandation et on voit apparaître, et je vous rappelle, c'est des vrais résultats fournis par notre algorithme, les 6 premiers documents les plus pertinents associés à la situation clinique qui a été présentée. Donc là, le médecin a la possibilité de choisir un document qu'il souhaite. Et ce qu'on voit apparaître là, c'est l'algorithme qui va aller analyser le document dans un deuxième temps et ensuite détecter les pages les plus pertinentes dans ce document. Alors pour atteindre ces performances, la première barrière que nous avons dû aborder, c'est adapter notre annotateur médical existant au contexte du défi. Ceci a fallu mobiliser nos experts médicaux à réaliser des annotations manuelles sur les données fournies dans le cadre du défi. Ceci a permis d'améliorer notre modèle existant et d'avoir une performance de fiabilité de 72% pour les catégories que vous voyez sur l'écran. Nous utilisons une technologie état de l'art qui s'appelle les transformers. C'est développé avec un modèle du français qui s'appelle Camembert. Alors avec cet annotateur et le moteur derrière, grâce au travail manuel des experts médicaux qui ont pu choisir les référentiels attendus dans chaque situation clinique, nous avons pu détecter sur 9 des 18 cas le bon référentiel automatiquement. Pour améliorer ces résultats, il nous a fallu surmonter la deuxième barrière, celle d'exploiter le texte complet des référentiels et non pas seulement les titres des documents ou des sections. Ceci nous a permis d'améliorer de 9 à 12. Et enfin, avec une troisième barrière surmontée, celle de transformer notre système en un système hybride qui intègre des règles médicales et des connaissances tirées d'anthologies existantes médicales, nous avons pu améliorer notre système à 15 bons référentiels 15 situations dans lesquelles le bon référentiel a été proposé. Pour compléter notre preuve de concept, dans le cadre de 5 référentiels, nous avons fait une analyse plus fine au niveau de la page. Alors, en perspective et en plan d'action pour la suite, pour améliorer et pour poursuivre notre défi, nous proposons dans un premier temps de retravailler toute la partie structuration des données afin d'optimiser l'indexation et la recherche d'informations. Ensuite, une fois que les documents sont prêts et exploitables, d'améliorer la performance de nos algorithmes d'intelligence artificielle qui nécessitent plus de données d'entraînement, c'est-à-dire plus de données annotées par des experts. Et enfin, mobiliser nos équipes de développement pour développer enfin le plugin dans le but ultime de pouvoir développer une plateforme uniformisée qui permet de coordonner avec les équipes de rédaction, leur permettant de gagner le temps et aux équipes de consultation de permettre d'améliorer les recherches d'informations. Je vous remercie. Ça, c'est l'équipe Onaos avec les équipes et les experts médicaux. Merci, 5 minutes tout pile, bravo. Vous avez vu, c'est court, 5 minutes, donc vous aurez sans doute plein de questions à la salle, je vous inviterai à aller la voir ensuite. Et tout de suite, la parole au jury pour 5 minutes de questions-réponses. Merci de votre présentation. J'aurais 3 questions. Premièrement, vous passez du vocabulaire aux règles. Et donc, je serais intéressé de voir comment vous faites le lien entre les mots et les règles. Ça, c'est une première question. Deuxième question, dans l'exemple que vous montrez, il y a un nombre impressionnant de mots qui doivent représenter à peu près 10 fois ce que j'utilise en consultation. Et comment vous gérez le fait qu'il y ait peu ou beaucoup de mots dans le système que vous rentrez, enfin dans l'analyse que vous rentrez, en fonction de... Donc, est-ce que la richesse de l'orientation améliore le résultat ou est-ce contraire parce que les situations de départ sont des situations parfois complexes avec peu de vocabulaire. Et troisième point, est-ce que vous tenez compte de l'absence de termes? Par exemple, j'ai noté fièvre, mais est-ce qu'il y a moyen dans votre algorithme de noter pas de fièvre? Très bien. Pardon. Merci. Je vais peut-être passer à la slide de la maquette pour faciliter l'identification. Donc la première question, c'était par rapport aux termes des règles médicales. Comment est-ce qu'on fait une association entre des mots qui existent et des mots qui n'existent pas mais qui sont liés?
Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler des bases de connaissances chez Onaos qui intègrent et qui unifient plusieurs ontologies existantes. Notamment, on utilise le SIM, on utilise SNOMED, on utilise le LOINC pour tout ce qui est biologie médicale. Et enfin, on utilise UMLS. UMLS, c'est une base qui est plus anglophone, mais qui est très bien organisée, donc qui nous permet de bien chercher, de faire les liens. Donc, on réalise des liens de synonymie ou bien de concepts associés qui nous permettent ensuite de faire un lien entre les termes physiquement détectés dans le texte brut et des termes qui seraient associés afin d'améliorer la recherche. Votre deuxième question, c'était autour du nombre de termes qui sont détectés automatiquement dans le texte. Ça, c'est une technologie révolutionnaire qui a été développée premièrement par Google, ensuite ouverte à la communauté scientifique et finalement entraînée, réentraînée, améliorée. Nous, notre algorithme a été donc réentraîné sur des données biologiques, données médicales, afin de détecter plus facilement des termes médicaux. Donc, vous avez bien remarqué que souvent, on pourrait avoir du bruit, on pourrait avoir des mauvais termes. C'est d'ailleurs le cas. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à un niveau de précision qui arrive à facilement enlever les cas ambigus, etc. Normalement, pour arriver à ce genre de qualité, il va falloir mieux entraîner nos modèles. Et aujourd'hui, étant une petite start-up, on n'a pas encore les moyens computationnels de réaliser cela. Nous avons par contre un doctorant qui travaille pleinement sur ce sujet. Sur la dernière question, alors pour contourner cette problématique, c'est comme je vous avais indiqué sur la slide aujourd'hui, on contourne cette problématique en intégrant forcément une étape manuelle qui laisse à l'expert la possibilité d'ajouter des termes, de supprimer des termes. Vous voyez avec la petite croix rouge, c'est possible de supprimer des termes, d'ajouter des termes, afin d'améliorer les termes qui rentrent dans le cadre de la recommandation de référentiel. Et finalement, votre dernière question, et maintenant je l'ai... absence de... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement avec notre doctorant. Et la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est une solution hybride. C'est-à-dire qu'on laisse tourner notre transformer pour détecter déjà automatiquement les catégories. Ensuite, on passe une couche de règles médicales co-développées avec un médecin. Et moi, ma spécialité, c'est dans la linguistique, dans le NLP. Et donc, on développe des règles médico-linguistiques qui permettent d'appliquer justement des règles du type absence de sur la base de templates, de patterns, afin de justement ajouter cette surcouche. Merci. Alors, si je comprends bien, votre système apprend à partir des textes des recommandations, donc un vocabulaire qui est un vocabulaire écrit et assez explicite. Et le principe, c'est alors, je ne suis pas sûre que là, il y ait une recommandation qui soit associable à ce cas-là, mais j'imagine le cas d'usage, le médecin va rentrer une pathologie avec sa façon de s'exprimer, et ensuite, ça va aller chercher directement la bonne recommandation, la dernière, et le passage éventuellement d'intérêt. Et alors... donc le médecin ne s'exprime pas forcément dans des termes littéraires. Pour avoir exploré des extraits de compte-rendu de médecins généralistes, j'étais assez atterrée. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui était écrit. Donc comment vous allez réussir à faire ce pont entre le verbatim du médecin et les expressions telles qu'elles existent telles qu'elles existent dans les recommandations sur lesquelles vous avez entraîné votre algorithme. Et la deuxième question, c'est comment vous allez monter en charge, parce que pour réentraîner ces algorithmes, vous avez besoin quand même d'annotateurs, d'annotation, et beaucoup de temps humain. Et donc, comment vous allez affronter ce défi ? Merci. Alors, excuse-moi, je vais demander une réponse assez courte, en une minute, histoire de pouvoir... Okay. Pour la première question, donc, vous avez en effet souligné la vraie problématique des annotateurs automatiques de ce genre. Nous développons en parallèle une base de données
qui est issu des technologies de NoSQL, c'est-à-dire c'est des technologies qui permettent de structurer les données de façon... Nous, on a choisi une qui les structure de façon hiérarchique. Et ça nous permet donc d'intégrer des synonymes, etc., aux termes qui sont fournis. Donc, dès que je fournis, je ne sais pas, je n'ai pas tous les bons exemples, mais si je fournis fièvre, ma base de données NoSQL, elle va pouvoir trouver le lien. Et aujourd'hui, la recommandation se fait via des index. En fait, c'est une recherche sur la base d'index. Ce n'est pas vraiment uniquement l'annotateur qui va fournir les résultats. L'annotateur nous facilite la tâche de détecter des termes automatiquement. Pour la deuxième question, la montée en charge, c'est vraiment une problématique. Et aujourd'hui, on travaille, on est basé à Montpellier, donc on est étroitement lié avec le CHU de Montpellier, et nous avons aussi un institut de données, en fait, donc l'équipe des... j'ai fait ma thèse aussi à Montpellier, on a une équipe de chercheurs qui ont monté un institut qui met à disposition des clusters de calcul pour réaliser ce type d'entraînement d'algorithmes. Moi, j'ai une remarque et puis une question, mais j'ai l'impression que tout le travail, le temps que vous passez là, sur la notation de textes médicaux, il y a plein de sociétés qui le font. Et en parallèle, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour une start-up de réinvestir à chaque fois, ou plutôt de s'allier? Parce que notre vrai sujet, c'est l'intégration à nos outils métiers. Le vrai sujet à un moment, c'est comment je fais venir toute cette connaissance à un moment au bon moment pour le médecin, ce qui est plus compliqué. Et voilà, c'est ma gêne, effectivement, c'est pourquoi vous êtes... Il y a plein de boîtes qui font ça. On en voit pas mal. C'est cette partie recherche, annotation. Moi, j'ai des équipes qui le font aussi, etc. Donc, je ne suis pas sûr. C'est une vraie barrière d'entrée. C'est beaucoup de temps passé. Comment on pourrait vous ne pourrez pas vous allier ou trouver des moteurs qui le font déjà, s'extraire de tout ce temps passé-là pour vraiment se focaliser sur à quel moment j'arrive à donner cette recommandation au bon moment au médecin. Et le bon moment est un sujet un peu particulier pour moi. Je vais répondre avec un rêve plutôt qu'une réponse concrète. Aujourd'hui, les algorithmes qui sont utilisés et qui sont développés par chaque entreprise, c'est des algorithmes de base qui existent, donc qui ont été entraînés. Par exemple, Camembert a été entraîné et il est déjà efficace pour la langue française. La partie que travaillent toutes les startups, c'est vraiment de les mettre à niveau par rapport à des contextes donnés. Donc ça s'appelle du fine-tuning et ça nécessite du temps de computation. Mon rêve serait de pouvoir, de la même façon qu'on a Camembert pour le français en général et d'autres langues qui existent, avoir ainsi un modèle pour le médical, donc développé en collaboration avec plusieurs instances et avoir un truc arrêté qui marche bien. Et après, au-delà de ça, on peut travailler dans les startups pour améliorer dans des contextes spécifiques, mais pas passer le temps à entraîner le modèle à nouveau et à nouveau. Merci beaucoup et bravo. Je pense que ça soulève pas mal de questions, donc je vous invite vraiment tout à l'heure à aller voir les équipes et pouvoir creuser, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant, là, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Et donc maintenant, on va laisser la place à l'équipe Vera. Donc Vera, ils se sont intéressés à une autre problématique qui est la suivante. C'est donc le cas d'usage, c'est un pharmacien hospitalier qui va acheter un médicament. Et ce médicament, il ne vit pas seul. Et il voudrait pouvoir identifier les tests biologiques ou génomiques qui s'y rapportent. Il voudrait identifier les dispositifs médicaux qui peuvent être nécessaires pour administrer ce médicament ou d'autres médicaments qui devraient être associés à ce premier médicament. Et donc, comment aider ce pharmacien hospitalier à identifier tous ces objets qui sont liés. Donc, je vous rappelle, 5 minutes de présentation et je vous ferai un petit signe à 1 minute, si jamais. Bonsoir à tous, je m'appelle Chris et avec Malik, on va vous présenter le projet Vera, qui est de positionner les médicaments par rapport à l'ensemble des connaissances formalisées. Nous nous sommes rencontrés au cours de ce défi avec Will, qui est dans la salle. Donc nous ne nous connaissions pas avant et nous avons trouvé ce défi passionnant. Les bases de données des médicaments ne prennent pas en compte les données de biologie, les dispositifs médicaux, les enzymes et les protocoles complexes comme ceux des chimiothérapies. Les pharmaciens dispensateurs et les médecins prescripteurs
doivent prendre en compte de nombreux facteurs pour dispenser correctement un médicament, comme par exemple le profil enzymatique du patient ou le dosage précis en cas de médicaments à marge thérapeutique étroite. Comment faire pour qu'ils puissent accéder aux informations importantes liées à des médicaments comme la metformine? Vera est une application web qui positionne le médicament au sein de connaissances formalisées sur les interactions, la biologie, les dispositifs médicaux, les enzymes et les protocoles complexes, pour permettre aux pharmaciens dispensateurs et aux médecins prescripteurs de visualiser rapidement les connaissances pertinentes. Merci, je prends donc le relais. Alors, Vera, c'est un empilement de 3 couches. Donc, nous proposons 3 briques. La première brique, c'est une extension du modèle formel du médicament. En 2, c'est une plateforme d'aide au codage pour formaliser les connaissances. Et en 3e lieu, c'est une plateforme ou une interface de visualisation de ces connaissances formalisées. Le vert. Ah, le vert, d'accord. Le coup. D'accord. Ok. Donc, concernant le modèle formel, donc en gris, c'est ce qui existe actuellement, et nous proposons de nouvelles entités comme la biologie codée en loïc ou les enzymes des interactions pour les interactions pharmacocinétiques. Nous proposons également de nouvelles relations en liant par exemple les contre-indications et les interactions aux effets secondaires et à la biologie. Concernant la plateforme d'aide au codage, donc ça s'adresse aux professionnels de santé, aux pharmaciens et médecins codeurs pour qu'ils puissent facilement coder les nouvelles connaissances que nous voulons rajouter aux bases de données existantes. Maintenant, on vous propose la plateforme de visualisation ou l'interface de visualisation de ces connaissances pour un professionnel de santé. On prend le cas d'une patiente de 75 ans, diabétique, hypertendue, troubles dépressifs et qui traite aussi pour un cancer du sein. Donc, c'est un traitement complexe. Donc, la première brique, c'est pour visualiser les interactions. Donc, on voit par exemple l'escitalopram qui rentre en interaction avec le verapamide et avec 2 autres médicaments avec la même nature, c'est-à-dire que tous les 3 sont des médicaments torsadogènes. En 2e lieu, on affiche sur la même plateforme, sur la même interface, les contre-indications. Par exemple, on voit la metformine contre-indiquée s'il y a acidose pour le diabète. Et effectivement, le furosémide peut altérer la fonction rénale et éventuellement la metformine pourrait être contre-indiquée. Et enfin, les interactions pharmacocinétiques en affichant les enzymes avec lesquelles interagissent, qui métabolisent et qui inhibent ces enzymes. Donc, on peut voir que, par exemple, les citalopram et les clopidogrel vont être potentiellement plus toxiques parce qu'ils vont rester plus dans l'organisme. Et à l'inverse, la capecitabine, elle reste effectivement dans l'organisme, mais dans sa forme inactive parce que c'est une prodrogue, donc elle risque d'être inefficace. Et enfin, un résumé, en cliquant par exemple sur torsade, on a tous les médicaments qui sont torsadogènes. Donc ça, c'était l'interface et je laisse mon collègue continuer. Merci. Pour les barrières surmontées, on a mis du temps pour constituer l'équipe parce que nous ne formons pas partie d'une start-up. Nous avons mis du temps pour discuter des utilisateurs cibles. Est-ce que ce sont les codeurs ou est-ce que ce sont les praticiens? Et enfin, on n'a pas eu beaucoup de temps pour itérer la solution auprès de pharmaciens dispensateurs. Et enfin, pour poursuivre ce défi, on souhaite itérer cette solution proposée auprès des professionnels et ensuite formaliser un modèle économique si ces professionnels ont montré de l'intérêt. Et en fait, il y a une question aussi sur l'intégration avec les systèmes d'information, avec le développement d'une API. Merci beaucoup pour votre attention. Et, il y a un prototype qui est implémenté, vous pouvez le voir en scannant le code. Merci pour cette présentation. La première question, c'est toujours sur la production. Sur la production des connaissances, j'imagine que vous appuyez sur une base de données médicamenteuse et que vous ne refabriquez pas toutes ces connaissances que vous avez rajoutées dans votre modèle.
Oui, effectivement, on s'appuie par exemple sur Teriac ou Vidal pour avoir les interactions brutes, par exemple pour les médicaments. Mais la nature, c'est nous qui la codons grâce à la plateforme d'aide au codage et on la relie soit à un effet indésirable, soit à de la biologie ou à un effet thérapeutique. Et en termes de faisabilité, toujours sur la production des éléments codés, comment vous envisagez ça? Est-ce que c'est plausible que vous ayez un groupe de personnes volontaires qui feraient ça en masse? C'est une solution effectivement envisageable ou bien de se rapprocher des bases de données, de leur proposer notre plateforme d'aide au codage pour qu'ils puissent la mettre à disposition de leurs médecins et pharmaciens codeurs pour qu'ils rajoutent notre couche à nous. Et ça va profiter à eux aussi de toute façon. Et est-ce que vous avez regardé la valeur ajoutée par rapport à l'existant, d'un côté par rapport à des banques commerciales comme Vidal qui apportent déjà beaucoup de ce que vous apportez en plus parce qu'il y a un travail d'auteur, et de l'autre côté par rapport à des bases européennes par exemple qui sont aussi en général plus complexes que ce qu'on a en France. Et à l'inverse, pourquoi attaquer une base type Teriac ou Vidal ou pas, et pas la base de la NSM? Ok, alors concernant la valeur ajoutée sur les bases de données, donc je ne sais pas ce que vous voulez dire par attaquer, mais on souhaite collaborer avec eux pour rajouter une couche. C'est vraiment des nouvelles, c'est des nouvelles entités, de nouvelles relations qui n'existent pas actuellement dans les bases françaises. On a travaillé avec elles, et effectivement, elles fournissent tout ce qui est en gris, mais tout ce qu'on a rajouté pour que ce soit exploitable pour notre interface n'y est pas. Par contre, dans les bases européennes, on a vu par exemple CBIP belge, ils ont les informations sur les enzymes et elle est régulièrement mise à jour. Donc on peut effectivement travailler avec eux. Et pourquoi pas la NSM? À la NSM, elle est structurée effectivement comme Teriac et Vidal, donc on a toujours besoin de ça. Donc l'une d'elles, on travaille avec elle pour ajouter cette couche. Comment ça s'intègre dans la pratique, en fait, votre produit? C'est vos clients. Vous me réexpliquer quel est votre client, en fait, qui va servir de votre produit? On est parti sur le pharmacien dispensateur dans un premier temps parce que c'était le cas. Après, c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est pas le médecin prescripteur? Voilà. Donc le cas tel qu'il était posé par la HAS, c'était le pharmacien dispensateur. Je crois que son nom c'était Martine qui devait commander un médicament. Et donc on est parti là-dessus, mais c'est vrai que la question se pose. Il y a même un troisième cas de destinataire, c'est donc soit les médecins ou les pharmaciens prescripteurs qui sont en face du patient, et soit pour la plateforme d'aide au codage pour les bases de données, pour les pharmaciens et médecins codeurs qui, eux, ont l'habitude avec les codes et tout ça. Donc, c'est une... Sur l'intérêt les interfaces sont assez séduisantes parce qu'elles permettent de mettre en relation plusieurs produits et leurs interactions. Mais comment, la conclusion une fois qu'on est face à ces tableaux, quelle est l'action? C'est-à-dire, on ne prescrit pas, ou comment on est aidé dans une démarche pour améliorer les choses ou ignorer tout ce qui est affiché là parce qu'on a juste envie de traiter la patiente qui a plusieurs problèmes qui ne peuvent être traités que de cette façon. Par exemple, là, dans le cas de la capecitabine, c'est pas que, par exemple, on est face à une patiente où la chimio orale capecitabine ne marche pas et on se dit il faut changer de thérapie parce que ça marche pas. Mais non, mais finalement c'est qu'elle est inhibée par un ensemble de processus et d'interactions. Il suffit de modifier la manière. Enfin, on prend ça le matin et l'autre le soir et on est directement plus efficace. On change les modalités d'administration et c'est bon. Ou bien on change les autres pour ne pas qu'ils interagissent avec. Et ça, on laisse libre choix aux médecins prescripteurs ou aux pharmaciens de proposer des recommandations aux médecins. Et c'est vrai que c'est ça qu'on aimerait bien travailler, c'est le résumé, en fait, c'est la case en bas à droite. C'est ça qu'on souhaite travailler avec les praticiens, c'est vraiment quelle information on doit montrer aux praticiens avec les liens qu'on a établis.
Oui, le bon niveau d'alerte. On voit que nous, ils enlèvent les alertes quand ils n'arrivent plus à prescrire, quoi, à un moment. Donc, moi, la forte demande, c'est de déconnecter les alertes. C'est ça. Et le problème, c'est que, je l'ai mis là, les interactions de faible niveau sont les plus problématiques parce que le médecin, quand il voit les alertes rouges comme ça, de niveau 4, contre-indication, il les voit. Et les petites interactions, les petites alertes, il ne les voit pas, il a juste envie de les ignorer. Mais j'ai lu des papiers où les interactions qui conduisent à des hospitalisations, c'est effectivement l'accumulation de toutes ces petites interactions. Et là qu'on propose de voir en un coup d'œil. Merci beaucoup à l'équipe Vera pour votre travail et votre présentation. Et maintenant, nous allons laisser la place à l'équipe VIRMED, donc qui sont présents ici. L'équipe VIRMED, ils se sont attaqués à une problématique d'un professionnel de santé qui fait face à une situation où il doit remplacer le ou les médicaments d'une prescription avec un médicament similaire, tout en prenant en compte, bien sûr, du contexte clinique plus général du patient. Donc, une situation fréquente et difficile à la fois. Alors bonjour, donc moi j'ai le plaisir de commencer la présentation sur le travail fait par le groupe VIRMED qui s'inscrit donc dans le défi 2D porté sur l'équivalence entre les médicaments. Alors, les situations pour lesquelles un professionnel de santé comme un pharmacien est amené à chercher une équivalence pour un médicament sont variées, mais il y a une situation qui est vraiment aiguë et caractéristique, c'est la problématique de rupture des médicaments. C'est effectivement un problème qui est en constante croissance, malheureusement, de fréquence. Quelques chiffres que je partage avec vous. En 2021, ce n'est pas moins que plus de 2000 signalements de rupture qui ont eu lieu. Et c'est un problème qui touche les officines, mais finalement qui touche aussi l'ensemble des établissements qui délivrent des médicaments à un moment donné. Et alors, si tout ça ne suffisait pas, quand on parle des traitements, enfin des maladies et de l'intérêt thérapeutique des médicaments, on voit que même les fameux médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur sont concernés. Donc on voit bien qu'on est face à un vrai problème qui était peut-être anecdotique à une certaine époque, mais là, la situation nécessite de trouver des solutions. Je dirais aussi que quand on a une actualité lourde comme actuellement, où on a le conflit ukrainien, des difficultés d'énergie, ce sont des choses qui viennent encore rajouter à la tension qui existe sur cette problématique. Donc malheureusement, à court terme, moyen terme, le système de santé sera confronté à ces problématiques et donc nous sommes à la recherche de solutions pour trouver à un moment donné une alternative face à un manque de médicaments. Pour répondre à cette problématique, nous avons développé ECOUS. ECOUS est une application web d'aide à la décision qui permet de retrouver une alternative médicamenteuse à un médicament donné. Donc, le moteur de recherche derrière ECOUS fonctionne selon 4 niveaux hiérarchiques que sont le groupe générique, le médicament virtuel, les niveaux 5, 4, 3, 2 de la classification ATC des médicaments et les pathologies traitées. Le groupe générique étant le niveau le plus proche du médicament de recherche, notre algorithme fonctionne en cherchant dans un premier temps dans ce niveau et descendra au fur et à mesure en cas d'absence de résultat. ECOUS intègre également un module qui permet de détecter des éventuelles interactions médicamenteuses entre les résultats envoyés et d'éventuels médicaments pris par le patient grâce à un module PDDI qui est basé sur le thésaurus des interactions médicamenteuses de l'ANSM. À présent, je vous laisse voir une petite démo de notre solution.
Concernant les différents défis relevés, on a identifié 4 catégories, notamment les défis organisationnels, humains, techniques et de l'ordre aux ressources. Pour les défis de la dimension humaine, on a les problèmes, notamment la pluridisciplinarité des profils. Donc, il y a des problèmes de communication et on a essayé de trouver un compromis pour pouvoir implémenter les différentes idées. Et aussi, étant donné la courte durée du défi, donc on a essayé de s'organiser pour être disponible durant les différentes réunions. De point de vue gestion du projet, on a, pour respecter les deadlines proposées et aussi vu la carence des outils d'accompagnement, on a choisi une méthodologie adéquate pour y arriver. Et par rapport à la data et tout ce qui est technique, on a identifié la multitude des référentiels et la data non structurée étaient des difficultés challengeantes pour nous. Et on a aussi une autre difficulté, c'est que la majorité des bases de données sont payantes ou bien privées. Et aussi, on a essayé de recruter des testeurs pour pouvoir avoir l'avis et le retour d'expérience par rapport à la solution présentée. Et je laisse la parole à ma collègue Myriam. Non, c'est bon. Donc pour la suite, en fait, l'objectif, c'est de faire tester les solutions pour avoir un feedback utilisateur afin d'optimiser l'algorithme. Donc on a commencé à tester auprès des pharmaciens. Et on doit aussi prendre en compte l'interopérabilité d'ici, entre 6 mois et 1 an. Et on espère pouvoir avoir à la fin un module collaboratif ouvert aux professionnels de santé. L'objectif étant quand même qu'on puisse avoir une proposition de la présélection qui soit transmise par MSS aux médecins. Et à terme, on espère être dans le top 3 des solutions utilisées par les professionnels de santé. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Alors, la démo est passée très très vite et du coup, et c'était très petit, donc j'ai pas bien compris comment ça fonctionne. Et sur votre approche de substitution par l'ATC, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir rapidement une limite, car on peut substituer des médicaments qui sont basés sur les mêmes molécules, mais au-delà, en particulier dans des maladies comme les cancers, on ne substitue pas des molécules par d'autres molécules. Donc, est-ce que vous allez aussi intégrer des référentiels de bonnes pratiques pour voir l'équivalence des médicaments dans un groupe d'activités thérapeutiques validées dans une situation clinique ? Oui, ça c'est l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler donc avec. On n'entend pas ? Si ? Ah pardon. Autant pour moi. Donc ça c'est un objectif qui a été clairement. C'est une problématique qu'on a clairement rencontrée. Et donc l'objectif a été de travailler donc avec des pharmaciens, d'abord en officine, et puis à terme des pharmaciens hospitaliers, mais surtout des médecins généralistes qui sont les médecins traitants, parce que c'est eux qui ont les bases, qui ont tous les traitements des patients. Et c'est pour ça qu'on espère avoir une transmission de la présélection assez rapide pour que le médecin puisse faire le choix en fonction de la présélection retenue. Donc on intègre évidemment donc, les bases de bonnes pratiques, aussi bien de la haute autorité que si on a des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, je vois pas ce que je peux rajouter. Voilà, je rajoute un mot sur l'aspect référentiel. Donc effectivement, le référentiel ATC est loin d'être parfait pour ce genre d'exercice. On l'a pris en compte. Les premières propositions qui sont suggérées comme étant les plus pertinentes ne s'appuient pas sur l'ATC en tant que tel. L'ATC apparaît sur des niveaux un peu plus éloignés en termes de recommandations. On le prend en compte parce qu'effectivement, ça fait partie des choses qui existent, mais c'est une vraie question de trouver le référentiel pertinent. Moi, je viens du monde de l'industrie pharma, où on utilise un autre référentiel qui est le référentiel Ephemera, qui marche aussi pas mal pour classer les médicaments. C'est un système qui est
plus propriétaire que ATC, mais clairement, dans notre roadmap, pouvoir intégrer possiblement un autre référentiel tel que Ephemera ou des référentiels plus métiers, fonctionnels, c'est tout à fait notre souhait. Est-ce que vous avez un moyen d'avoir accès à la base des médicaments non disponibles, justement, qui permettrait d'anticiper les questions, parce qu'en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on prescrit, que ça va chez le pharmacien qui nous dit désolé, mais on ne peut pas délivrer parce qu'on n'a pas le produit. Ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque, c'est que la classe des génériques, en fait, quand il y a une pénurie de médicaments, c'est souvent une pénurie de molécules et pas une pénurie de forme commerciale. Donc, si vous avez une pénurie sous une forme commerciale, il y a 9 chances sur 10 au moins qu'il y ait la même pénurie sur l'ensemble de la classe. Et donc là, je regardais, enfin, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais remplacer le Syntron par l'Aspégique, c'est vrai que médicalement, c'est un peu compliqué. Enfin, ça nécessite de réfléchir un petit peu comment on analyse le croisement avec les banques de données. Non, moi, ma seule question derrière, c'est, enfin, ça marche rarement, ces applications web, enfin, tant qu'elles ne sont pas intégrées au flux du métier. Donc ça peut être intéressant, interrogatif, mais c'est vrai que au-delà des questions qu'on a posées sur les référentiels, la qualité des propositions, ça va être un moment, voilà, c'est vos étapes suivantes qui vont être dures, en fait. Et de l'intégration, pareil. Nous en sommes conscients, absolument. Parce que, bon, voilà. Comme ça sonne, je vais m'arrêter là. Mais vous voyez, c'est pas moi. Il y a un timekeeper à gauche. Mais c'est vrai que ça fait partie des sujets derrière qu'il faut anticiper, de savoir encore une fois à quel moment je l'intègre dans le flux et dans la décision du médecin. Effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'on a intérêt que ce soit plutôt au niveau du médecin que du pharmacien pour que ça s'arrête assez vite. Et puis on anticipera, mieux c'est. Okay. Alors, merci beaucoup encore à l'équipe Virmed. Vous ne l'avez pas précisé, mais vous ne connaissiez pas non plus au début. Vous avez constitué l'équipe, ce qui n'était pas forcément facile aussi. Et le défi était, comme vous l'avez pu le voir, extrêmement complexe. Maintenant, nous allons accueillir une nouvelle équipe, qui est l'équipe de 360 Medix, qui s'est intéressée au cas d'usage suivant, d'un médecin qui reçoit un patient en consultation et qui a besoin de rapidement accéder aux documents de référence, par exemple les recommandations de la Haute Autorité de Santé ou de l'INCa, qui seraient les plus pertinentes et qui sont à jour. Bonjour tout le monde. Donc nous, on s'est intéressé à 2 défis, le défi 1A et 1C, qui traitent 2 défis qui se ressemblent, mais en fait qui, au final, se ressemblaient pas tant que ça, sur donc les fiches de RCP et les documents de référence rapportant à une situation clinique. Donc nous, on avait pris ces 2 défis vraiment parce qu'ils se ressemblaient. On s'est dit on doit traiter des documents. Donc on a essayé de développer une API, donc quelque chose sur lequel on se connecte, qui permet de prendre entre guillemets n'importe quel document médical et qui permet de renvoyer une réponse. Donc pour l'instant, vous voyez, on a 2 encarts, importer un RCP et importer une fiche de consultation. Notre solution proposée, qu'on a appelée Medical File Explorer, utilise donc un moteur de recherche qui est développé par 360 Medix et qui permet de retrouver via une API les documents médicaux pertinents donc pour le soignant en fonction de si c'est une fiche RCP ou une fiche de consultation. On développe ça à l'aide de nos modèles d'intelligence artificielle et de modèles aussi donc, qui sont syntaxiques et sémantiques. Et donc on analyse tout ça et on arrive à ressortir les documents parmi toutes les ressources médicales. Donc il y en avait beaucoup. Voici, donc ça c'est un screen de notre démo. On n'a pas eu le temps de faire une petite vidéo comme le groupe d'avant, mais on pourra vous la présenter tout à l'heure si vous êtes motivé pour venir nous voir. Donc on a une démo, là c'est sur donc, les fiches de consultation. Donc on voit qu'on est arrivé à donc, retranscrire les données qui étaient écrites d'une certaine manière. Et donc on est arrivé à extraire les entités donc, médicales et à proposer par exemple les fiches donc, RCP de la base ANSM. Et donc on peut aller dans cette fiche RCP jusqu'au paragraphe et au sous-paragraphe du document.
Donc on pourra vous montrer, si on clique, ça revoit les résultats. Et ensuite, on a aussi des documents qui sont liés aux pathologies qu'on aurait identifiées dans la fiche de consultation. Et on fait ça pour chacune des consultations. Donc, il y en avait plusieurs dans un document. Pour le défi 1C, au final, on s'est retrouvé du coup avec un autre document, où nous, en tant que data scientist, on s'était dit c'est la même chose. En fait, grâce à nos connaissances médicales qu'on a dans la boîte, on est arrivé à se rendre compte qu'il ne fallait pas renvoyer les mêmes résultats, mais plutôt des résultats différents. C'est 2 médecins différents, ils ne s'attendent pas aux mêmes résultats. Et donc là, on propose donc une bible sur le cancer et pathologie du sein, avec des questions associées qui sont tirées du coup de la fiche RCP. Et donc ensuite, on remonte à la page en fonction de la classification TNM ici, et par exemple de la question qui a été posée en RCP, qui était chimiothérapie adjuvante, sur l'exemple qu'on voit ici. Et en dessous de ça, on propose d'autres résultats qui sont liés du coup à la pathologie et à l'historique, donc l'HDM, qu'il y a dans la fiche RCP. Les barrières qu'on a surmontées en premier, c'était la compréhension donc, du cas d'usage, donc les différences entre les 2 défis, ce qu'on devait renvoyer, ce qui était pertinent de renvoyer. Donc ça, on arrivait à le répondre grâce à nos équipes en interne qui avaient des connaissances médicales. Bien sûr, la maîtrise et l'exploitation des données qui était un peu compliquée, parce que les données, par exemple, sur les fiches de consultation, c'est écrit d'une manière qui n'est pas vraiment du langage naturel. Donc quand on est habitué à traiter du langage naturel, c'est pas facile à exploiter. On est quand même arrivé à exploiter ça donc, en faisant de la reconnaissance d'entités nommées. Et donc ensuite, c'était identifier la pertinence des résultats. Donc ça, pareil, grâce à la connaissance médicale, on est arrivé à faire ça. Et bien sûr, renvoyer l'utilisateur sur la bonne page du document, c'est quand même un truc qui est assez compliqué. Quand il y a marqué 77 fois adjuvant dans une page PDF, c'est compliqué de le renvoyer pile sur la bonne page. Les challenges qu'on a eu futurs, donc c'est pas les mêmes en fonction du type de document. Pour les fiches RCP, problématique, ça va être de nous intégrer donc, dans les logiciels RCP existants, parce qu'on est une API, donc on pourrait. Ensuite, il faudrait améliorer l'indexation des documents de la HAS, parce que ce n'étaient pas les premiers résultats qui remontaient en vrai. On a eu du mal avec ça. Ensuite, on aimerait bien extraire l'ordre chronologique du protocole médical lié à une pathologie dans les documents de cancer du sein, donc bien avoir le protocole médical pour envoyer plus qu'à la page. Et pour les fiches de consultation, pareil, l'intégration dans le dossier patient, dans tout ce qu'on connaît tous, ces dossiers médicaux partagés, etc. L'analyse en temps réel d'un courriel en cours de dictée. On a souvent vu nos médecins, je ne sais pas vous, mais dicter directement à la consultation. Ce serait bien d'avoir une analyse en temps réel. Extraire des questions précises issues des CR de consultation. On est arrivé à extraire des entités nommées. C'est compliqué quand on a des entités nommées, genre anxiété, rhume, fièvre, d'aller à un paragraphe d'un document qui traite de la fièvre, mais sur 200 pages, vu qu'on n'extrait que fièvre. Et en dernier, on a mis améliorer la pertinence des résultats à partir de l'analyse d'autres CR de consultation. Donc ça, c'est une phrase un peu compliquée pour dire qu'on avait beaucoup de consultations et en fait, on n'est pas arrivé à les relier les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y avait 10 consultations, il y avait les 2 premières consultations qui étaient sur un rhume, les 2 d'après qui étaient sur une entorse de la cheville. S'il y en a 2 autres qui sont sur la suite du rhume, on aimerait bien pouvoir dire ok, ces consultations-là, la 1, la 2 et la 6 et la 7 sont reliées au niveau de la chronologie et pas l'entorse de la cheville. Voilà. Donc nos besoins pour poursuivre le défi et ce qu'on aimerait faire plus tard, on n'a pas mis d'ordre chronologique parce que ça semblait compliqué de voir sur 6 mois, 1 an, etc. On a plus mis les challenges qu'on voudrait relever. Donc on aimerait bien un déploiement en vie réelle sur les logiciels SRP et les dossiers médicaux patients. Donc ça, c'est se connecter à ce qui existe déjà. Pour ça, il nous faudrait qu'on arrive à le faire. Ensuite, il nous faudrait des feedbacks utilisateurs. Ensuite, on aimerait bien extraire les questions précises des comptes rendus. Pour ça, en vrai, il nous faudrait des comptes rendus médicaux annotés. Ce serait le must du must, mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à avoir et c'est très long à faire. On aimerait une analyse en temps réel des CR de consultation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de développer nous en interne. On aimerait bien une généralisation à tous les formats médicaux, donc pas que RCP et fiches de consultation. Ça pourrait être les radios, etc. Hop, il me reste 0 secondes. Bref, j'aimerais bien avoir les mises en relation des notes de consultation. Donc ça, c'est ce que je parlais avant, la chronologie dans les fiches de consultation. L'amélioration des recommandations du document de la HAS. C'est quelque chose qui nous a posé problème et on aimerait bien clarifier le contenu et arriver à le faire remonter. Et bien sûr, l'ordre chronologique des protocoles médicaux, qui est quelque chose qui est important, je pense, pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup.
Bon, alors là, il y a un bel exemple d'ambiguïté. Le terme RCP, une fois vous l'utilisez, c'est un résumé des caractéristiques produits, et une autre fois, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc ça prouve bien que le traitement automatique de la langue, c'est quelque chose de compliqué. Donc sur le premier cas d'usage, ce que j'ai compris, c'est que vous partez d'un document qui est un compte-rendu de médecin, alors dans un langage qui ressemble à peu près à ce qu'on peut retrouver. Et vous essayez là, vous essayez de trouver le résumé des caractéristiques produits qui correspond aux médicaments cités en bas. Alors, est-ce que votre système marche si le médecin, à la fin, il met « je lui ai prescrit de l'Amox » ? Parce que là, de chercher dans votre base de RCP des médicaments qui portent des noms de spécialité, ça me semble une tâche facile, mais si le médecin le dénomme par sa composition, enfin sa substance, et ne l'explicite pas complètement, ce qui peut être la vraie vie, est-ce que votre système marche ou est-ce que vous êtes encore obligé de faire une nouvelle expression régulière ou annotation particulière pour que ça fonctionne ? Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que ça aussi, ça passe par de l'extraction d'entités. Donc là, on cherche des prescriptions, donc on cherche des médicaments. Donc si jamais il y a des médicaments qui sont présents dans cette phrase-là, on va être capable de les remonter, de les retrouver. Le deuxième élément de réponse, c'est Amox. Je suppose que c'est pour amoxicilline. Je ne peux pas vous affirmer que Amox, traduit en amoxicilline, ce soit direct. Par contre, c'est complètement faisable. On a des bases de synonymes qui existent déjà. Il faudrait juste s'assurer qu'Amox en fait partie. Sur l'autre RCP, sur la problématique de la réunion de concertation pluridisciplinaire, d'aller rechercher un élément du guide de bonne pratique ou du protocole en cours, c'est plutôt une combinaison d'éléments dans cette RCP et donc pas une recherche unitaire d'éléments. Est-ce que vous avez envisagé ça ou est-ce que c'est fait ou à faire ? Voilà. C'est-à-dire qu'on va rechercher, par exemple, un cancer qui a une stadification particulière auquel correspond un protocole thérapeutique particulier. Alors nous, on a utilisé deux éléments essentiellement dans cette RCP. Le premier, c'est la classification TNM pour essayer de comprendre la stratification justement du cancer et pour savoir à quel protocole on doit avoir affaire. Et la deuxième chose qu'on a utilisée, c'est la question qui est posée pendant cette réunion, pour essayer de savoir quelle est la question que se posent en fait les médecins, et donc quel élément de réponse on doit leur apporter. On a fait beaucoup de tests avant de partir là-dessus, et on a essayé des combinaisons sur des informations qu'il y avait dans l'RCP, je pense que c'était ça votre question. Et en fait, on s'est rendu compte que donc on avait parfois des résultats qui étaient très bons, genre en premier et en deuxième résultat. On allait tomber sur un paragraphe de cette reco, par exemple, qui va être très précis sur les cas quand on avait combiné les classifications de TNM, plus la nature du prélèvement, plus l'HDM, etc. Par contre, on avait d'autres résultats qui s'intercalaient, qui n'étaient pas très bons. Du coup, on n'a pas voulu les montrer parce que dans le domaine médical, le pas très bon, c'est souvent... très mauvais. On va éviter d'emmener sur une page qui n'a rien à voir. Du coup, on a décidé d'aller voir un cas plus simple, mais où on était sûr de répondre la bonne chose, en fait. Et donc, ça fait partie d'une des choses sur lesquelles on aimerait bien continuer à travailler, justement. Et on est même allé jusqu'à essayer de transformer en langage naturel ce que c'était qu'une classification TNM, pour justement, parce que quand on tape classification T1C, N1A, M0 dans un document, autant vous dire qu'on trouve des trucs un peu louches. Donc, on a essayé de traduire en langage naturel cette classification-là pour voir si on la retrouvait pas dans les documents médicaux. Et on est arrivé à des bons résultats, mais c'était pas 100% parfait, et nous, on voudrait du 100% parfait. Si vous pouvez, il y a dans les obstacles que vous avez réussi à vaincre, je ne sais plus comment... renvoi de l'utilisateur sur la bonne page du document. Donc vous avez cité le cas des adjuvants dans un document. Justement, qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir comme résultat sur ce point-là, qui est de chercher dans un document un peu large
des points très précis. Et Ok. comment vous avez fait C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la démo du coup, parce que ça envoie vraiment sur la bonne page. Je ne sais plus comment on revient avant. Mais quand on a commencé à traiter ce cas-là, on a voulu aller trop loin au début. Donc on a voulu aller sur le texte vraiment qui était marqué le contenu de toute la page. Et en fait, on a dû analyser le document donc avec une certaine technologie et récupérer ce qui était renvoyé et puis ensuite faire une étape de post-processing pour récupérer la bonne page. Et donc en fait, on avait on a un score qui nous donne la page la plus importante selon ça. Et donc là, on en arrive à remonter sur, donc je ne l'ai plus en tête exactement, c'est quoi le titre de la page, mais c'est la page gros titre de chimiothérapie adjuvante, etc. Profiter. Dans les documents que là, vous indexez, ce n'est pas des documents de l'HS, on est d'accord là, quand Gustave Roussy, Oncora, je vois pas, d'accord. Donc vous êtes allé chercher d'autres bases de référence, c'est ça? En fait, donc dans notre base de données, on a énormément de documents médicaux. 360 Medix vit depuis un moment. On a pris les documents qui étaient donc donnés par le défi HAS. On les a aussi intégrés dans notre moteur de recherche. On en avait quasiment déjà les 3/4 à peu près d'indexés. Et ensuite, on a regardé sur le dernier quart si c'était des documents qui étaient pertinents. Donc, je vous avoue qu'on ne les a pas tous vus parce que le dernier quart, ça faisait 5000 documents. On a regardé une centaine, 200 documents à l'œil. On s'est rendu compte que c'est des documents qui médicalement n'avaient pas de sens pour les faire remonter. C'est là où on s'est dit en fait qu'il nous faut une clarification justement des documents de l'HAS, quelque chose qu'on n'avait pas. Et ensuite, pour ce défi-là spécifiquement, on a eu du mal à faire remonter les recommandations de l'HAS. On a vraiment essayé de voir. On aurait pu tricher en disant ah si c'est HAS, pam, ça remonte. Mais en vrai, c'était pas le but. En cancéro, les recours, c'est d'un cas. Voilà. Bon bah du coup, C'est normal que vous ayez pas la chaise. tant mieux alors. Mais il n'y a pas l'INCA non plus. Si, il y a l'INCA. Où ça alors? J'ai pas vu. Pardon, où est-ce qu'il est lui l'INCA? Troisième, pardon. Il est ici, je crois. Quatrième, d'accord, pardon. Ok. Non, ce que je veux dire, c'est que comment vous considérez que c'est un document de référence, ce document fait par Oncora ou Gustave Roussy? Qui définit que c'est le... J'ai pas bien compris cette définition de... Alors, en l'occurrence, pour savoir si jamais un document fait référence ou non, ça c'est les médecins qui sont chez nous qu'on fait ce travail-là et qu'on dit il y a des sources qui font référence et ce sont sur ces sources-là qu'on établit nos recherches. Donc vous avez un panel d'experts qui vous certifie par pathologie, quelles sont les pathologie, la source de référence et qui les met à jour. Absolument. C'est ça le plus compliqué. Merci beaucoup, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Et donc, comme pour l'équipe précédente, je vous invite à aller voir les démonstrations sur les stands ensuite. En plus, il y a pas mal de personnes de 360 Medic, donc ils pourront échanger avec vous. Nous allons maintenant passer à l'équipe d'EREC, qui s'est intéressée également à la problématique de l'accès rapide aux dernières recommandations de la HAS. Donc, ils sont deux et je les laisse prendre la parole. Bonsoir à tous. Donc nous, on s'est intéressé à ce défi avec Antoine. Donc on fait partie de la société Iluin Technologies. On est data scientist dans cette société-là. Sur ce défi, on s'est concentré du coup sur le problème suivant. Comment est-ce qu'on peut aider les professionnels de santé à aller rechercher de l'information rapidement par rapport à des situations données et des questions qui se posent. Par rapport à essayer de quantifier un peu le problème, aujourd'hui, grosso modo, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se trouvent sans réponse. On n'a pas forcément le temps de se les poser quand on est professionnel de santé. Également, avec les moteurs de recherche qui existent aujourd'hui, ça prend quand même relativement du temps d'aller accéder à de l'information. Et ce temps-là, on ne l'a pas forcément parce qu'on a beaucoup de consultations par jour. Donc nous, c'est plus ça le cas et le persona vers lequel on s'est concentré. Et donc, c'est important de pouvoir essayer de répondre à ce problème-là de manière rapide et efficace. Donc, on est plus parti, nous, du postulat que le médecin, le professionnel de santé, va se poser une question, comme il poserait une question à un moteur de recherche, mais ce qu'on va proposer, c'est un moteur de recherche qui est plus fiable, plus précis, et on peut vraiment s'exprimer en langage naturel. Donc, c'est le moteur de recherche qu'on propose. L'une des grosses différenciations, c'est qu'on va pouvoir poser des questions en langage naturel. Il ne va pas fonctionner uniquement par mots-clés, comme ce qui peut exister dans les moteurs de recherche classiques. Donc ça, c'est un des premiers points qui rend l'utilisation plus
plus normale et plus proche du comportement humain. Ensuite, il y a un gain de temps. La recherche à une réponse est très rapide par rapport à aller chercher l'information manuellement. Et ensuite, il y a une fiabilité. On utilise des technologies d'IA, notamment une qui s'appelle le question answering. Ça se base sur les technologies de Transformers, comme vous avez entendu tout à l'heure, mais qui permettent, lorsqu'on pose une question sur un corpus donné, d'aller trouver la réponse précise à la question et de la surligner. Donc ça va dépendre des types de questions qu'on va se poser, mais parfois on a envie d'avoir une réponse très précise. Donc normalement, on a une petite vidéo. Je ne sais pas si ça... Donc là, c'est le moteur de recherche qu'on a développé. Par exemple, on peut se poser une question, ici, combien de temps pour une TCC? Et on va aller renvoyer les différents paragraphes de certains documents qui peuvent répondre et contenir la question. Et du coup, on va surligner la réponse si c'est une réponse où on veut avoir une réponse très précise. Donc, par exemple, ici, au moins 12 semaines. Et on va renvoyer les différents documents qui semblent contenir la réponse. Donc ça, c'est pour une première question. Donc on est vraiment parti du postulat que le médecin se pose des questions au fur et à mesure et interroge son moteur de recherche. Donc on peut poser une autre question, par exemple, on la formule un peu bizarrement, mais qu'est-ce qui n'est pas recommandé en cas de cancer du sein? Et du coup, là, le moteur, par exemple, va renvoyer certains passages. Ici, un passage d'un document de la HAS où il indique que le THS, c'est une contre-indication. Ce qui est intéressant avec ce moteur de recherche, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'entraînement en amont. On peut directement lui renseigner des documents qui ne sont pas structurés, documents PDF, scannés, etc. Et on peut s'exprimer en langage naturel. Donc là, une autre question, donc combien de temps de réflexion entre la demande de réalisation et stérilisation. Donc ça peut être très précis, mais nous, c'est plutôt le cas d'usage vers lequel on s'est concentré. Et là, on va renvoyer la réponse, par exemple, 4 mois. Alors, je pense qu'il y avait une avant. Hop. Ouais. Et du coup, donc, si je finis, donc, sur les barrières surmontées, on a une première d'un point de vue métier. Donc, Antoine et moi, on est data scientists, on n'a pas la compétence et la connaissance médicale. Donc, il nous a manqué un peu cette connaissance, cette expertise médicale pour affiner le moteur de recherche et les usages qu'on peut en faire. Et ensuite, l'autre point, c'est la partie évaluation, à quel point le moteur est pertinent et renvoie des résultats fiables. Et donc ça également, on avait besoin de professionnels de santé, d'experts sur les recommandations de la HAS pour pouvoir l'évaluer. Et pour conclure, sur les besoins pour poursuivre le défi, donc dans 6 mois, nous, ce qu'on voulait principalement faire, c'est réunir en fait des bêta-testeurs qui puissent tester le moteur de recherche et pour que nous, on puisse ensuite finir sa configuration. Parce qu'il y a quelques éléments qu'on peut aller après configurer pour le rendre plus pertinent. Dans 1 an, on aurait aimé intégrer d'autres thématiques, par exemple sur des médicaments, sur des pathologies, et intégrer à des logiciels du marché, et dans 2 ans, élargir à d'autres cas d'usage, d'autres professionnels de santé, etc. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de votre présentation. Du coup, ça incite à pas mal de questions. Est-ce que vous avez contacté les structures représentantes de la profession plutôt que des panels? Et est-ce que ça aurait donné une approche différente? Et à l'inverse, est-ce que vous avez imaginé que votre outil pourrait être mis à disposition du grand public et donc des patients, ce qui leur permettrait de prédigérer un certain nombre d'informations? Et si oui, est-ce que l'outil serait le même? Alors, peut-être je peux commencer par répondre à la deuxième question. C'est une possibilité. C'est vrai que là, on peut poser n'importe quel type de question, avoir des réponses. Le point où ça ne serait pas forcément le même, c'est que quand on est professionnel de santé, qu'on pose une question, on voit la réponse, le document en question, on peut un peu interpréter le résultat et il peut arriver que la réponse ne soit pas forcément la bonne, que ça soit envoyé sur un certain passage. Et c'est pour ça que pour l'adapter ensuite à des patients, il y aurait quand même des choses assez spécifiques. Pour compléter là-dessus, là, ce qui est indexé dans notre moteur de recherche, c'est les recommandations professionnelles à destination des professionnels de soins. Il y a toute une série de recommandations de la HAS aussi qui sont à destination du grand public et des patients. Et donc ça voudrait juste qu'il faudrait faire une autre instance de ce moteur de recherche pour y référencer tous les documents qui seront exprimés avec peut-être un vocabulaire et un niveau de granularité qui soit plus adapté à un grand public. Pour la première question, non, on n'a pas pu le faire, mais ça serait sûrement très
très pertinent. Ça fait partie des besoins qu'on a énoncés à la fin. Moi, il faut que je trouve une question. Je dois dire que c'est assez bluffant. Alors après, je ne sais pas quelle est l'étendue des questions que vous avez posées et l'étendue des documents sur lesquels vous avez travaillé. Donc ça mériterait d'engager un protocole d'évaluation pour voir le rappel, la précision et aussi avoir un panel de médecins pour voir si ça peut correspondre à leurs attentes. En tout cas, c'était assez impressionnant. Voilà. Peut-être juste pour, je vais rien répondre. Ça, en général, c'est ce qu'on fait avec différentes structures avec lesquelles on travaille. On ne le fait pas que en santé, mais par exemple, on l'a fait avec un établissement de soins où, par spécialité, on avait réuni environ 2-3 personnes assez représentatives et on les a fait tester le moteur en posant n'importe quel type de question. Donc, pas celui-là que vous voyez ici, mais sur des documents internes à l'hôpital. C'est une première phase, on évalue le moteur, ensuite nous on configure certains éléments sur lesquels on peut jouer. Il n'y a pas de réentraînement, mais c'est plutôt de la configuration. Et ensuite on réévalue et c'est ce type de résultat qu'on revoit. C'est quoi votre barrière technologique? Vous utilisez des composants qui sont des composants connus open source. Et c'est quoi la barrière? Qu'est-ce que vous apportez par rapport à... Donc il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le fait qu'en entrée, nous, on peut avoir n'importe quel type de document qui n'est pas forcément structuré, des documents PDF, scannés, etc. Donc nous, on a une première partie qui va permettre de détecter tout le layout d'un document. C'est hyper important de savoir que tel paragraphe, telle partie d'un paragraphe appartient à tel titre, tel sous-titre, que tel tableau appartient à tel sous-titre. Donc ça, on a cette première partie-là. Et ensuite, on peut renvoyer la réponse précise. Parfois, vous avez vu, on surligne la réponse. Ça, c'est un modèle qui s'appelle FQuAD, de Question Answering, et on a un dataset, nous, propriétaire, qui réunit plus de 80 000 paires de questions-réponses, qui est assez généraliste et qu'on peut appliquer sur des cas comme celui-ci. Donc ça, c'est 2 éléments de différenciation. Ensuite, il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux. Il reste encore un peu de temps, donc je vais me permettre une question. Sur ce dernier point de la base de données de questions-réponses, moi je suis assez surpris que ça fonctionne, votre jeu de données de questions-réponses généraliste, sur un thème assez médical. Est-ce que vous avez vu peut-être des limites en le testant sur des questions médicales où en fait ils ne comprenaient pas le sens, ils ne comprenaient pas les acronymes, etc. Du coup, juste pour ce jeu de données de 80 000 paires de questions-réponses, il contient des documents médicaux de santé. Après, quand ça va être très spécifique, quand on a des acronymes justement, c'est ça un peu les limites où potentiellement il y a besoin un peu de le configurer pour qu'il puisse être performant. Mais comme vous l'avez vu là c'est des vrais résultats. Il est quand même relativement performant dans un premier usage et ensuite on peut le configurer, au besoin. Oui, sur le deuxième exemple, le cancer du sein, là, il y avait quand même beaucoup de réponses non pertinentes, non? Alors, je dirais que c'était intéressant point. Parce que c'était une négation et on voyait que la première réponse était correcte, mais après tout ce qui était derrière... Ça, c'est un autre point, c'est-à-dire que nous, en général, on va renvoyer 10 passages qui semblent pertinents au moteur. Dans le moteur, il me semble qu'on avait utilisé environ 1000 documents de la HAS. S'il y en a d'autres, avec certains qui vont faire référence à ce type de questions, ils auraient été remontés plus tôt. Potentiellement là, c'est juste que cette question, en fait, il n'y avait qu'un document qui répondait et qu'un passage. Un autre point aussi, c'est que dans une version finalisée du moteur de recherche, on est aussi capable de renvoyer un indicateur de confiance visuel qui quantifie le niveau de confiance que le modèle a dans sa prédiction. Donc typiquement, ce à quoi on pourrait arriver dans l'exemple qui était proposé, c'était un niveau de confiance élevé pour le premier résultat de recherche et quelque chose qui est beaucoup plus bas pour les exemples suivants. Le niveau de confiance, c'est nativement défini dans l'entraînement du modèle. C'est juste la structure du modèle qui fait qu'il arrive à savoir à quel point sa prédiction est incertaine. Je suis désolé encore de garder le temps et de couper ces questions et réponses qui s'approfondissent. Félicitations encore à l'équipe d'EREC. On va vous présenter une dernière équipe va vous présenter ses travaux, l'équipe Dispomed, qui s'est intéressée au cas suivant. L'enjeu, c'est de permettre à différents acteurs, aux prescripteurs, aux dispensateurs, aux utilisateurs professionnels, de mieux utiliser les dispositifs médicaux. Donc, ils travaillent sur les dispositifs médicaux et en lien avec les recommandations médicales en vigueur, et peut aussi pour pouvoir signaler plus facilement les incidents. Et ils vous en parleront plus. Ils ont travaillé sur une base de données, ce qui est assez différent des autres équipes. Je vous laisse la parole.
Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Dispomed qui s'inscrit dans les défis 2A, positionner les dispositifs médicaux par rapport à l'ensemble des connaissances formalisées. Donc, la problématique ici, c'est qu'il est compliqué pour un professionnel de santé de se faire rapidement une idée sur ce qu'implique l'utilisation d'un dispositif médical particulier. Les informations publiées étant généralement peu formalisées et dispersées. Donc nous proposons ici la solution Dispomed, qui est une solution web, qui est accessible via d'autres sites internet et des logiciels de prescription, qui regroupe les différents documents utilisables produits par les autorités sur les dispositifs médicaux et qui facilite la recherche d'informations nécessaires pour les professionnels de santé. Donc, tout en leur permettant de gagner du temps, de promouvoir le bon usage des DM et d'améliorer leurs connaissances. Donc, nous avons fait ici le choix, dans une première version, de nous intéresser aux dispositifs médicaux autour du diabète. Donc, pourquoi le diabète? Parce qu'énormément de personnes sont diabétiques en France, parce qu'aussi les montants de remboursement au niveau de l'assurance maladie sont énormes, et puis parce que les recommandations de suivi sont en réalité assez peu suivies. Donc, pour pouvoir avoir une recherche pertinente dans notre site web, donc nous sommes passés par différentes étapes. Donc, la première a été de sélectionner les documents pertinents. Donc, on a sélectionné ici 42 avis de la CNEDIMS relatifs au diabète via la plateforme data.gouv.fr. Nous avons aussi collecté 8 recommandations. Nous avons ensuite, donc avec l'équipe scientifique, défini l'ontologie. Donc celle-ci tourne autour des dispositifs médicaux, de leur utilisation et des pathologies concernées. Donc on voit ici l'ontologie que nous avons développée. Nous avons aussi essayé d'apporter notre pierre à l'édifice avec notre propre classification que l'on a appelée la classification Dispomed et qui est une classification plus métier qui va permettre une navigation et une recherche plus facile sur notre site. Ensuite, côté technique, nous avons développé le moteur de recherche. Donc, celui-ci est alimenté par un peuplement automatique de l'ontologie. Donc, on va indexer automatiquement les avis de la CNEDIMS grâce à une brique de NLP. Donc, on va pouvoir extraire automatiquement le code, le titre, le demandeur, la date, les différentes classes Dispomed, les indications, et ensuite on va alimenter ces données avec les codes LPP, GTIN, ACL, EAN, CLADIMED et EMDN grâce à la base Vidal. Vous voyez ici la maquette de recherche que l'on a conçue. Donc, l'idée, c'était de pouvoir rechercher dans les recommandations, dans les dispositifs médicaux et dans les médicaments. Normalement, ici, vous devez voir une vidéo en action. Donc ici, on peut rechercher les recommandations par indication. Donc ici, j'ai recherché les recommandations sur le diabète. Ensuite, côté dispositifs médicaux, on peut rechercher également par indication et par catégorie, avec la classification Dispomed. Ici, j'ai choisi les boucles semi-fermées. Et si je recherche, je vois que j'ai un produit, le DBLG1, dont je peux consulter l'avis de la CNEDIMS. Et également, je peux signaler un effet indésirable, voilà, si jamais il y a un souci. Si je peux revenir à la présentation. Super. Donc, je pense qu'il y avait une autre slide avant. Je la mets. Voilà, parfait. Donc, les barrières que nous avons surmontées au cours du défi. Donc, déjà, une certaine inexploitabilité de certains documents de la CNEDIMS à cause de leur format et aussi leur manque de mise à jour. Ensuite, l'alignement entre les différentes bases. Donc, il n'a pas toujours été facile d'aligner data.gouv, CNEDIMS, Vidal. Et puis, des alignements entre terminologies. Par exemple, l'alignement entre CLADIMED et EMDN. Et enfin, donc, nous avons dans l'équipe 3 entreprises et une personne retraitée. Donc, il a été assez difficile d'aligner nos agendas, surtout pendant la période de vacances. Donc, le plan d'action pour la suite. Donc, nous souhaiterions passer aux expérimentations pour voir un petit peu les premiers retours des utilisateurs. Puis nous souhaiterions développer d'autres fonctionnalités, comme les liens entre les médicaments et les DM, la comparaison d'avis, et puis des fiches synthétiques pour chaque DM. Ensuite, nous souhaiterions passer à l'échelle avec le périmètre global des dispositifs médicaux et une API intégrable par tous les éditeurs. Et puis, si la HAS veut nous y aider, voilà, on est ouvert. Merci beaucoup.
Et on remercie toute l'équipe d'Ispomed. Merci pour cette présentation et ce projet très intéressant. Alors, moi, j'ai une première question, c'est sur la temporalité. Est-ce que c'est le défi qui vous a fait travailler ensemble ou vous travailliez ensemble avant et ensuite, sur l'ontologie, elle est amorcée par les documents que vous avez trouvés et quelle va être la procédure d'extension dès que vous allez vous intéresser à d'autres DM. Donc concernant l'équipe, on ne se connaissait pas du tout avant. Donc il y a 3 sociétés, Porphyre, Medtronic et Vidal. Et puis on a aussi un ancien vidalien qui était retraité et qui nous a rejoint dans l'équipe. Donc ça nous a fait plaisir de retravailler avec lui. Et c'est le président de la CLATIMED. Et donc pour la deuxième question concernant l'ontologie, donc pour nous l'ontologie, elle est plutôt concentrée sur les besoins de l'utilisateur, donc de recherche d'informations. Et effectivement, c'est le peuplement de cette ontologie avec l'ensemble des données sur les DM, donc que ce soit l'ensemble des produits, l'ensemble des indications, etc., qui fera effectivement l'enjeu d'un gros travail par la suite. On s'est concentré sur le diabète. Bon, il y a quand même pas mal de DM dans le cadre du diabète, mais il y a beaucoup d'autres pathologies où il y a pas mal de DM. Voilà, donc ça va demander beaucoup de travail scientifique et beaucoup de travail technique aussi pour pouvoir les aider. Justement, ce qui nous a guidés, c'était le fait de proposer une solution pratique, à la fois pour les médecins, les pharmaciens et les infirmières, dans une utilisation concrète, avec ce dont il a besoin. Par exemple, je suis médecin, mon patient me parle d'une boucle fermée, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile de trouver une information validée ou une infirmière qui a besoin d'une info sur un nouveau DM qui vient de sortir. Et je dirais même plus, quand les médecins sont visités par les entreprises, ça permet de faire remonter directement des avis de la HAS, de voir les services attendus et d'avoir, on va dire, une position un peu plus rigoureuse sur le discours aussi qu'on va tenir avec la visite médicale. Ça fait partie, et on s'est retrouvés parce que, voilà, le diabète, parce que c'était la pathologie qui représente 12% des dispositifs pris en charge par l'assurance maladie pour plus d'1 milliard. Donc... C'est le sujet qui nous a rassemblés. Non, mais le sujet est effectivement massif. Pourquoi utiliser les recos Vidal plutôt que les recos de la Haute Autorité de Santé ? Alors c'est bien les recos de la Haute Autorité de Santé que vous voyez sur le site, que l'on a sélectionnés, mais en fait le souci c'est qu'elles ne sont pas indexées par indication. Donc on est passé par tout un chemin, on allait chercher dans notre base les recommandations qui ont l'indication du diabète, donc avec tous les types d'indications, diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel. Et nous, nos recos sont liés aux recommandations de la HAS, et c'est comme ça qu'on les a atteintes. Donc ça a été une autre façon de pouvoir le faire, parce que sinon on n'y arrivait pas. Parce que les recos, elles ne sont pas indexées par indication. Tout à fait. Déjà, c'est le défi a permis de faire ça. Alors, on va leur mettre une bonne note. Alors, ça sera déjà quelque chose. Non, mais je pense que vous êtes attaqué à un sujet qui est le DM, qui est un sujet compliqué, que personne ne sait bien attraper depuis des mois. Ce qui me fait un peu peur, c'est la création de votre propre référentiel, votre propre présentation. Non, mais parce que ça, on recrée un autre truc, un autre outil. Alors même si ça veut dire que vous ne voyez pas quelque chose de simple, et donc vous recréez quelque chose qui représente quand même une spécificité. Donc voilà, c'est peut-être ça qui est inquiétant. Et ça veut dire aussi, c'est-à-dire que vous allez devoir un gros travail pour élargir. On est d'accord, parce que vous n'avez pas de référentiel derrière. Donc ça va être un vrai travail de création que vous allez devoir faire pour élargir votre outil à d'autres, si j'ai bien compris. C'est ça, oui, tout à fait. En fait, dans les classifications aujourd'hui qui sont standards autour des DM, on n'a pas trouvé ce qu'on recherchait. Donc c'est pour ça que ça nous a poussé à essayer de développer autre chose. Alors après, on n'est pas parti from scratch. L'idée, c'était de tirer le meilleur parti de tout ce qui existait, plus d'ajouter ce qui manquait,
pour pouvoir, au moins autour du diabète, parce que c'était notre sujet, avoir tous les éléments intéressants. Et l'association dans le groupe là, de 3 grosses sociétés, c'est facile. Alors, une petite et 2 grosses. Alors une petite, une très riche et une très grosse. Non, je fais... Il y a une autre indication. Porphyre, c'est un journal professionnel de formation professionnelle pour la pharmacie. L'intérêt qu'on y voit, c'est que les premiers utilisateurs de vos bases à la HAS, ce sont les journalistes de la presse professionnelle. Et donc, le défi était assez intéressant de se dire que ça nous permettrait aussi de construire quelque chose qui nous aiderait. Parce que faire des papiers sur les DM, aujourd'hui, ça relève du parcours du combattant. D'accord. Et donc, comment alors, si je prends Vidal et Medtronic, c'est une stratégie d'entreprise de dire on s'associe sur ce sujet-là, ou c'est par opportunité parce que vous l'avez répondu au défi? Alors, je pense qu'on s'est retrouvés parce que le sujet nous intéressait tous. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, comment on s'est réparti les tâches? En fait, c'était assez facile puisque nous, on apportait la partie technique. Et en fait, Medtronic, Porphyre et la personne qui était retraitée, eux étaient plutôt pharmaciens. Et donc, du coup, ils ont joué toute la partie scientifique. Nous, on a apporté notre connaissance de la modélisation d'ontologie et la connaissance sur les briques de NLP. Mais on s'est surtout beaucoup appuyé sur eux pour toute la partie métier. Merci beaucoup. Félicitations. Je pense qu'on peut vraiment applaudir toutes les équipes et les féliciter parce que... Je dois dire qu'à titre très personnel, quand on a lancé le défi, on se demandait où ça allait aller et on se demandait qui allait pouvoir tenir dans le temps jusqu'ici et proposer des choses à distance, etc. Et moi j'ai été très intéressé par la variété des productions, par la variété des équipes, par la variété des résultats. Il y a le jury qui va avoir une tâche assez difficile à partir de ces éléments assez courts pour évaluer les productions. Je pense que c'est l'enjeu de remettre des prix, mais c'est surtout l'enjeu de pouvoir partager tout ça. J'en profite peut-être pour remercier quelques personnes. Donc déjà Pierre Liot, qui a été le chef de projet du défi, qui avait une connaissance un peu de tout l'écosystème. Et voilà, qui nous a beaucoup aidé à lancer ça, qui a été le chef de projet, qui a bénéficié de ses compétences. La société Data Activist, qui a pris cette tâche difficile de structurer ça, de l'emmener avec beaucoup de persévérance pour animer ça aussi pendant plusieurs mois. Donc, notamment Clément qui est là, qui a fait ça. Donc les gens des institutions partenaires et les mentors des services de la HAS qui ont pu être sollicités et intervenir de temps en temps. Et on est très heureux que vous ayez pu venir, notamment pour écouter ça et puis peut-être plus tard poser des questions, aider à faire du lien entre ces gens à l'extérieur et ce que l'on fait à la HAS. On a nos contraintes à nous, nos processus à nous. Donc on pense que c'était un des éléments importants du défi. Donc merci de vous être prêtés au jeu. Et le service de communication qui est en lien avec ces sujets, là, comment on communique mieux, mais qui nous a aussi beaucoup aidé sur l'organisation des différentes étapes de l'événement, de la clôture, donc notamment Jason, Sabine et Laure. Merci à vous. On a tenu parfaitement le timing, c'était assez incroyable. C'est au prix de couper quelques discussions, j'en suis navré. Je vous invite à poursuivre ces discussions autour d'un verre et autour des stands des différentes équipes. Là, on a prévu de faire la restitution des résultats, l'annonce du jury vers 19h25, 19h30. On va voir le temps dont ils ont besoin. Donc ça sera dans l'atrium, vous le verrez. De toute façon, on fera un petit appel au centre. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Et merci à tout le monde.